Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Découvrons tout de suite ensemble les grands titres de ce journal. Le 25 novembre, jeudi, sera la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Une nouvelle campagne de sensibilisation est lancée aujourd'hui à Monaco. Nous serons avec la déléguée interministérielle pour les droits des femmes, Céline Cota-Lorda. Nous verrons que la violence peut prendre différentes formes. Le record espéré n'est pas tombé, mais le cœur y était comme chaque année. La No Finish Line 2021 s'est achevée dimanche au chapiteau de Fontvieille. Plus de 220 000 km ont été parcourus. Cela va permettre de financer plusieurs actions caritatives, dont des projets de reconstruction d'équipements détruits dans les vallées de la Roya et de la Vésubie. Comment se porte le commerce en principauté? Quelles sont les perspectives qui se dessinent pour ce secteur? Élément de réponse dans ce journal alors que se tenait aujourd'hui la séance plénière de l'Observatoire du commerce. Elle est considérée comme l'une des meilleures contralto au monde et elle était à Monaco ce week-end pour donner un récital de mélodies intitulé de Goethe à Baudelaire à l'Auditorium Régnier 3. Nous entendrons dans cette édition la québécoise Marie-Nicole Lemieux. Je vous le disais donc en titre, aujourd'hui est lancée une nouvelle campagne autour de la thématique des violences dont sont victimes les femmes. Cette campagne prend la forme d'un mini-film de fiction que nous diffuserons très largement sur notre antenne. Il a été réalisé à la manière d'un documentaire, le reportage de Christinda Thomel et Olivier Bonello. Les violences subies par les femmes constituent l'une des violations des droits de l'homme les plus répandues dans le monde. Ces violences peuvent prendre des formes très diverses, physiques ou psychologiques. Ces violences sont souvent dissimulées et ont lieu dans la sphère privée. C'est pourquoi un film de fiction, pour marquer les esprits et dénoncer ce fléau, vient d'être une fois encore réalisé à Monaco. Et pour la seconde fois, c'est la comédienne Ada Tedeschi qui a été choisie pour être en quelque sorte le porte-parole de ces femmes violentées. Je pense que c'est important en tant que femme, en tant que comédienne, en tant que citoyenne, tout simplement d'avoir ce droit de parole et de pouvoir le porter comme ça à l'image et qu'il en est de la responsabilité de chacun de faire attention à ça et d'y veiller. En fait, le film a vraiment pour vocation à essayer de faire prendre conscience à ces femmes qu'en fait, ces manipulations qui montent en puissance avec le temps les enferment et que ça finisse assez souvent tragiquement. Un film pour regarder la violence conjugale dans un miroir qui sera diffusé sur les réseaux sociaux et sur Monaco Info. Une campagne d'affichage a également été mise en place. Dans le monde, c'est une femme sur 3 qui est victime de violences, que ce soit physiques ou sexuelles. En France, une femme sur 10 et la principauté n'est malheureusement pas épargnée. Chaque année, la direction de la sûreté publique recense une trentaine de cas de violences faites aux femmes à Monaco. Un film choc qui montre donc combien les violences faites aux femmes peuvent prendre des formes différentes. La déléguée interministérielle pour les droits des femmes est notre invitée ce soir. Bonsoir Céline Cota-Lorda. Bonsoir Patricia Navarro. On vient de voir un extrait et entendre les comédiennes de ce film qui marque le coup d'envoi de votre nouvelle campagne qui porte donc sur les violences faites aux femmes. Quel est le message en toile de fond que vous souhaitez faire passer ? Bien, le message et l'objectif de cette campagne est double. C'est à la fois de mieux faire connaître et reconnaître les signes de la violence. Et deuxième objectif, c'est également de donner de l'information sur les dispositifs d'aide et d'urgence pour les femmes victimes de violences. Alors il y a effectivement l'action, là on parle de sensibilisation et d'information. Ce sont des axes importants de votre action, information et communication ? Ce film a une vocation pédagogique puisque l'idée c'est d'expliquer vraiment quels sont les mécanismes qui se mettent en place quand il y a des violences conjugales et démontrer aussi, donner des clés sur les manipulations qui sont mises en place par les auteurs. Donc on est vraiment dans de la prévention, de la sensibilisation et de la pédagogie. Oui, parce que le spectre des violences, on le voit dans ce film documentaire, est très
très large. On voulait également montrer qu'il existe différentes formes de violence. Alors la plus visible, c'est la violence physique, mais il y a également d'autres formes de violence moins visibles, plus sournoises, comme la violence psychologique, morale et économique ou sexuelle. Donc c'est aussi tout ça qu'on dépeint à travers ce film. Au-delà de la sensibilisation et de l'information, quels sont les autres moyens sur lesquels vous vous appuyez pour lutter plus précisément sur cette thématique de la lutte contre les violences ? Alors la mobilisation contre les violences, c'est pas uniquement le 25 novembre, hein, c'est toute l'année qu'il faut l'avoir, et c'est pour ça que le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes organise d'autres actions, notamment des actions de formation. Et puis un autre volet de notre action, c'est aussi le décompte de ces violences. C'est très important de savoir et de quantifier les violences, et c'est ce qu'on fait avec l'INSEE au travers d'une étude annuelle qui vise à mesurer les violences commises envers les femmes. Oui, alors justement, on parle d'une hausse de 10% des violences faites aux femmes dans le pays voisin, en France, en 2020. Dispose-t-on de chiffres précis aussi sur Monaco ? On était à une quarantaine de victimes dénombrées par la Sûreté publique en 2020. Là, au 1er novembre, on est entre 16 et 20 victimes. Donc, c'est un petit peu tôt pour vous donner vraiment la mesure de l'évolution, mais ces études permettent aussi de se projeter sur plusieurs années et voir comment les choses évoluent dans le temps. Oui, il est question donc dans ce film des violences faites aux femmes, mais ce n'est pas le seul volet de l'action du comité que vous présidez. Je voudrais aussi souligner un autre aspect pour lutter contre les violences, qui est aussi la mise en place de lois, de dispositifs légaux. Et à cet égard, le gouvernement a déposé un projet de loi sur la qualification des agressions sexuelles l'année dernière, il y a un an précisément. Et donc, dès que cette loi sera votée, elle permettra de mieux réprimer les violences à l'égard des femmes. Et on a un autre projet très important dans notre arsenal, qui est la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes de violences à caractère sexuel et intrafamilial, avec pour objectif de protéger, d'indemniser les femmes et les enfants qui seraient victimes de ces violences. Donc c'est un élément très important pour nous aujourd'hui dans notre action. Et puis il y a également, je crois, la question de l'égalité qui vous est chère. Ça, c'est la deuxième mission du comité, c'est la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, entre les filles et les garçons. Et à ce titre, on a plusieurs actions qui sont mises en place, notamment une collaboration avec la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Et notamment, là, ce jeudi, il y aura des ateliers de théâtre interactif qui vont être proposés à des élèves de 5e du collège Charles III et de FNB pour les sensibiliser à la lutte contre le sexisme et à l'égalité entre les filles et les garçons. Revenons-en, si vous le voulez bien, en conclusion à la campagne que vous lancez aujourd'hui autour de la thématique des violences faites aux femmes. Vous allez mettre en place vendredi des stands ouverts au public. Alors vendredi 26 novembre, des stands seront installés à la galerie commerciale de Fontvieille de 10h à 18h. Alors c'est une action de proximité, on va vraiment à la rencontre du public pour expliquer quels sont les dispositifs qui existent en principauté. Donc le comité sera entouré de tous les acteurs qui travaillent sur la lutte contre les violences, aussi bien les acteurs administratifs que le tissu associatif qui est vraiment très très actif, très mobilisé contre les violences, et je les en remercie vraiment parce que c'est tous ensemble et tous unis qu'on peut faire évoluer cette cause et lutter encore plus contre ce fléau. C'est noté donc vendredi 26 novembre aux abords du centre commercial Carrefour. Céline Cotalorda, merci d'avoir été notre invitée. Je vous en prie, merci à vous. L'Observatoire du commerce s'est réuni aujourd'hui en séance plénière sous la présidence du ministre d'État Pierre Dartout. Une réunion qui aura permis de dresser un état des lieux du commerce à Monaco alors que la crise Covid et ses conséquences n'ont pas complètement disparu. Les explications de Sandrine Nègre sur des images de Jean-Alexandre Dordet.
Il a d'abord été rappelé par le ministre d'État que l'enjeu principal du gouvernement Princi, en concertation avec le Conseil national, aura été au cours de l'année écoulée de trouver les mesures nécessaires afin de lutter contre la pandémie tout en réduisant les impacts négatifs. La preuve, il y a un an, lorsque les enseignes fermaient leurs portes un peu partout en Europe, les activités commerciales étaient possibles sur le sol monégasque, tout comme le fait d'aller au restaurant pour le déjeuner. Économiquement, nous devions nous réunir, tous les acteurs économiques de la principauté. Évidemment, me concernant, le sujet essentiel, ce sont les commerces qui ont été très impactés, certains quartiers plus que d'autres, et nous devions faire absolument un tour de table avec tous les acteurs de la principauté. Depuis cet été, des indicateurs positifs illustrent un rebond comme l'encaissement en hausse de la TVA et la fréquentation hôtelière. Plusieurs thèmes ont ainsi été développés, politique touristique et de croisière, actuel complexe du Larvoto et études commerciales sur le centre de Fontvieille étaient aussi à l'ordre du jour. Aujourd'hui, on voit bien, on est à un carrefour, une nouvelle façon de voir les choses, et surtout une nouvelle façon pour notre pays de prévoir l'avenir, c'est-à-dire avec un accueil différent. La volonté princière est justement que nous ayons que nous soyons plus attentifs au niveau environnemental. État des lieux et perspectives ont donc permis de nourrir les échanges au cours de ce rendez-vous qui réunissait membres du gouvernement et représentants des commerces des différents quartiers qui composent Monaco. Les autres informations du jour et en bref avec Alexandra Pagny et du sport plus particulièrement pour commencer. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Patricia, ce dimanche, les rues de la Principauté feront la part belle à la petite reine. Le credo de cette journée du 28 novembre, tous à vélo, en famille, entre amis et à la rencontre de champions de la discipline à l'occasion du premier Baking Event. Un village avec de nombreuses animations sera installé sur le port Hercule. 2 courses auront lieu également. Le Pro Riders Critérium, une course inscrite officiellement au calendrier UCI, et une course Pro-Am caritative, l'occasion de mettre en lumière les actions de la Fondation Princesse Charlène de Monaco et la Fondation Michele Scarponi. Rendez-vous sur le site bakingevents.com si vous souhaitez participer à cette course caritative. Ce dimanche avait lieu le Grand Prix de Formule 1 du Qatar, un Grand Prix qui a redistribué les cartes de cette fin de saison, Alexandra. Effectivement, Patricia, le premier Grand Prix du Qatar a réservé plusieurs surprises ce dimanche et a attiré de nombreux fans derrière leur poste de télévision. Avec un podium très attendu, Lewis Hamilton, parti en pole position, n'a pas frémi sous la pression de Verstappen et s'est donc imposé au terme des 57 tours. Il revient ainsi à seulement 8 points du Néerlandais avant les 2 derniers Grands Prix de la saison. Le Britannique peut croire de nouveau en un possible 8e sacre de champion du monde. Sur la 3e place du podium, retour surprise de Fernando Alonso, qui n'était plus monté sur un podium depuis 2014. Le Monégasque a réussi à gommer ses mauvaises performances en qualification samedi. Charles Leclerc, parti à la 13e place, finira finalement 8e derrière son coéquipier et inscrit donc 4 points au classement des pilotes. Prochain rendez-vous le 5 décembre pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite, qui promet sans aucun doute un duel très serré entre Hamilton et Verstappen. C'est du sport aussi, mais sur fond d'action caritative. Retour à présent sur la 22e No Finish Line qui s'est achevée dimanche en début d'après-midi. Dressons le bilan de 9 jours de course effrénée avec Fabien Bonilla, Serge Prémont et Louis Borgia. 224 636 km parcourus, plus de 11 500 km par rapport à l'an passé. L'édition 2021 de la No Finish Line a bien eu lieu cette année autour du chapiteau de Fontvieille. Après 192 heures de course, le dernier tour s'est déroulé en présence du parrain Yacouba Ouattara de la Roca Team, de Patrice Cellario et de Stéphane Valéry. Au total, 7 794 participants, avec une prédominance d'utilisateurs de l'application, ce qui a permis aux coureurs et marcheurs de dépasser les frontières monégasques. Il y avait par exemple des participants en Angleterre, au Pays de Galles, en Irlande, au Liban ou encore au Cap-Vert. Ce sont au final 224 636 € qui seront reversés pour financer une vingtaine de projets en faveur des enfants. La première chose positive qu'on peut dire, c'est qu'on a retrouvé le circuit, la vie, les participants, les sponsors. Enfin, on a retrouvé la solidarité qu'on avait, qui nous avait manqué l'an dernier.
mais on est très très satisfait parce que vraiment le but c'était de revenir en présentiel et surtout qu'on puisse continuer à financer nos projets. La remise des prix s'est déroulée sous le chapiteau de Fontvieille. À noter que Patrice Loquet, un habitué, a parcouru la plus grande distance, 652 km au total durant toute cette édition. Je fais 652 et ça rapporte pour les enfants et surtout l'ambiance de courir avec les enfants, les handicapés, tout le monde. Voilà, c'est un plaisir. Voilà. Le rendez-vous pour la 23e édition est déjà pris. Ce sera du 12 au 20 novembre 2022. Au chapitre culturel, le retour à Monaco ce week-end d'une grande voix à la tessiture grave, une contralto qui connaît bien Monaco. Marie-Nicole Lemieux a donné un récital à l'auditorium Régnier 3 et dans l'assistance, il y avait José Sacré et Serge Prémont. Elle est considérée comme l'une des meilleures contraltos au monde. La québécoise Marie-Nicole Lemieux, choisie comme artiste de l'année il y a 2 ans par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, était de retour, accompagnée par le pianiste Daniel Blumenthal, sur la scène de l'auditorium Régnier 3 samedi 20 novembre pour un récital de mélodies intitulé « De Goethe à Baudelaire ». C'est l'art le plus difficile, je dirais, dans tout l'art lyrique. C'est l'exercice le plus difficile, le plus exigeant et le plus... pour ceux qui sont faits pour ça, c'est incroyablement stimulant, c'est incroyablement enrichissant. Là, c'est vraiment l'artiste qui parle. Et donc, tout ce qu'on travaille dans l'année, ça fait 20 ans, 26 ans maintenant que je travaille la voix, mais c'est toujours arrivé à avoir un instrument le plus naturel pour avoir, j'appelle ça mon catalogue de couleurs. Un catalogue de couleurs pour qu'à chaque mélodie, chaque lead, ait son univers propre. C'est les tableaux d'une exposition. Voilà, c'est comme ça. Moi, c'est mon premier amour, le récital. Donc, je suis ravie de terminer cette année en résidence qui a été, comme vous dites, en fait, ces 2 années qui ont été chargées en émotions et en événements de toutes sortes. Mais voilà, nous finissons avec quelque chose de beau, j'espère. Et puis, avec Goethe et Baudelaire, on finit avec le luxe, le calme et la volupté. Luxe, calme et volupté. Prochain rendez-vous classique, ce sera le 28 novembre avec un concert grande saison de l'Orchestre Philharmonique sous la direction de Kazuki Yamada à l'auditorium Régnier 3 et dans le cadre des commémorations Albert Ier sur des airs de Gounod ou bien encore Saint-Saëns. Dans un autre registre musical, du jazz, Alexandra Pani. Oui, Patricia, le Monte Carlo Jazz Festival débute demain à l'Opéra Garnier. 7 dates avec 7 grands noms de la scène musicale jazz. Avishai Cohen ce mardi pour lancer cette 15e édition, mais également Jamie Cullum, Steve Hackett, Gregory Porter, Chucho Valdés Quartet, Paul Person ou encore David Hallyday. Une programmation très éclectique, vous pouvez encore réserver vos places. Ce sont les regards croisés de 2 grandes écrivaines qui sont proposés mercredi à la bibliothèque Louis Notary. Le public pourra en effet rencontrer Mariam Majidi et Colombe Schneck à partir de 18h30 pour un échange entre 2 femmes de lettres. Un échange qui s'inscrit dans le cycle culturel mettant à l'honneur des auteurs, artistes, réalisatrices et sportives. L'entrée est gratuite mais sur réservation. La semaine européenne de réduction des déchets a débuté samedi et de nombreux événements sont programmés cette semaine. Vous nous en proposez une sélection non exhaustive, Alexandra. Cela a été difficile de faire un choix parmi tous ces ateliers proposés jusqu'à dimanche, Patricia. J'ai donc choisi de trouver un événement par jour à mettre en lumière. Mardi, vous pourrez découvrir le parcours du visiteur responsable à Monaco grâce à la direction du tourisme et des congrès. Mercredi, une grande chasse au trésor sur le thème de la réduction et du recyclage des déchets sera lancée. Apprendre en s'amusant les bons gestes dès le plus jeune âge. Jeudi, l'association Summer des Sports organise une grande collecte de baskets, gants, bonnets et écharpes au marché de la Condamine. Donner une seconde vie à nos objets plutôt que de les jeter. Vendredi, au musée océanographique, découvrez la dernière recette anti-gaspi de la semaine avec le chef Julien Baldacchino de la mairie de Monaco.
Et samedi aura lieu le premier Réparaton, un atelier qui vous permet de faire réparer votre petit électroménager. L'ensemble des animations de cette semaine est à retrouver bien entendu sur la page Facebook CERD Monaco. Et enfin, du shopping solidaire cette semaine toujours. C'est aussi un moyen de réduire son empreinte carbone en achetant des articles en seconde main plutôt que neufs. Et l'on contribue également à soutenir une noble cause dans ce cas-là, puisque depuis ce lundi, Mission Enfance fait sa braderie d'automne. Vous avez encore 2 dates pour dénicher de bonnes affaires au siège de l'association à Fontvieille. Ce mardi de 10h à 17h et jeudi de 10h à 18h. La somme récoltée lors de cette vente permettra de financer les envois de conteneurs et de soutenir les programmes humanitaires de leur mission au Burkina Faso. Ce journal ne serait pas tout à fait complet sans les prévisions météo. À quel temps pouvons-nous nous attendre mardi, Alexandra ? Il ne devrait plus y avoir de risque de pluie, Patricia, pour la journée de mardi, mais le ciel restera bien couvert. Très peu d'éclaircies, même dans l'après-midi. Les températures seront de saison avec 7 degrés le matin et 13 degrés au plus chaud de la journée. Et n'oubliez pas, Patricia, en ce 23 novembre, nous fêterons les Cléments. Et qui dit Clément dit Clémentine également, parité oblige, une bonne fête à eux. Pour nous quitter, la série de photos de fin d'édition, elles sont consacrées aujourd'hui aux petits trésors cachés, aux lieux méconnus ou aux détails auxquels on ne prête plus attention, mais qui valent le coup d'œil dans le quartier de Saint-Roman. Ces photos sont signées Manuel Vitali. Je vous donne rendez-vous demain à 19h pour un nouveau journal. Passez une belle et douce soirée.